Bonsoir à tous, amateurs d'épouvante et de frissons, et bienvenue dans une nouvelle histoire d'horreur qui entre à vos cauchemars. Le récit que je vous réserve pour ce soir vous plongera au cœur d'un témoignage glaçant posté sur un forum tristement célèbre, relatant une expérience paranormale vécue dans une maison située à la lisière d'une étrange forêt. Je vous laisse le découvrir. Ce que vous êtes sur le point d'écouter a été posté sur le board paranormal de 4chan, le jour d'Halloween de 2013, par un utilisateur inconnu dont le pseudo était Prozac101. Étant un visiteur quotidien de cette section du site, j'ai été l'un des premiers à répondre au poste de la fille. Et laissez-moi vous dire que ce que j'ai lu m'a mis très mal à l'aise, plus que tout ce que j'avais pu lire jusque-là. C'est plutôt difficile d'expliquer ce qui m'a tant effrayé, mais il y avait quelque chose de différent dans son histoire. Et dans les jours suivant ma lecture, j'ai été incapable de penser à autre chose, malgré tous mes efforts. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager son histoire avec vous. La voici. Salut tout le monde. Vu que c'est Halloween, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de vous raconter une histoire effrayante de mon enfance, pour vous mettre dans l'ambiance. Quand j'étais petite, j'étais seule avec ma mère. Nous vivions dans une propriété appartenant à ma grand-mère, une ancienne ferme avec une maison de 3 étages située juste à la lisière des bois. Elle était très éloignée de la route, se dressant au bout d'une longue allée de gravier constamment plongée dans les ténèbres. On s'y sentait très isolé la nuit, n'ayant aucun autre voisin à des kilomètres à la ronde. Elle se trouvait dans une zone qui était inhabitée depuis 30 ans avant que nous n'y emménagions, ma mère et moi. Assez souvent, j'étais une enfant assez turbulente. Lorsque ma mère allait au travail le matin, il m'arrivait de laisser partir mon bus pour passer toute la journée seule à la maison. Enfin, pas exactement dans la maison même, car comme elle était très grande, je m'y sentais incroyablement seule. Je passais donc la plupart de mon temps à jouer dans la forêt nous entourant. À une certaine distance, suffisamment loin pour que je ne puisse pas entendre ma mère si elle appelait, se trouvait un pain renversé qui s'était écrasé sur un au tronc encore plus gros, formant un arc surplombant le sol de la forêt dense. J'adorais grimper sur la souche dentelée, me frayant un chemin le long de cet arc jusqu'à me stabiliser à un certain point juste au milieu. Je n'avais jamais réussi à atteindre le sommet parce que ça devenait trop raide, et j'avais la mauvaise manie de paniquer à chaque fois que je dépassais une certaine hauteur. Un jour, j'étais assise à ma place habituelle sur l'arc, qui était située à une bonne distance du sol, et j'écoutais les chants d'oiseaux, appréciant la chaleur du soleil sur ma nuque. J'étais perdue dans mes pensées, lorsque j'ai entendu quelque chose d'étrange en dessous de moi, qui m'a paralysée de choc. Hé petite. J'étais submergée par une vague de peur. La voix était directement en dessous de moi. Je me suis forcée à regarder vers le bas, mais je n'ai rien réussi à voir par-dessus le rebord. Pendant un long moment, je suis restée assise là dans un silence absolu. Il n'y avait rien. J'étais en train de me convaincre qu'il n'y avait eu aucune voix, que c'était simplement le fruit de mon imagination, lorsque je l'ai entendu à nouveau. Je sais que tu peux m'entendre. Sa voix était beaucoup plus forte cette fois. Criant d'effroi, j'ai grimpé un peu plus haut en trébuchant, essayant de me mettre hors de vue. Tremblant nerveusement, j'ai enfoncé mes ongles dans l'écorce, serrant fort le rebord comme pour m'accrocher à la vie. Je suis restée là, essayant de reprendre mes esprits pendant Dieu sait combien de temps. Bien que je ne puisse pas la voir, la présence de la chose en dessous de moi était très claire. Les chants d'oiseaux étaient beaucoup plus discrets, comme s'ils essayaient d'être prudents. Et en tendant l'oreille, j'aurais juré entendre le faible écho d'une respiration humaine. Rassemblant tout mon courage, j'ai fait le serment de me prouver que ce n'était que mon imagination, en me penchant par-dessus le rebord aussi loin que possible sans basculer. Enfonçant mes ongles encore plus profondément dans l'écorce, je me suis penchée aussi loin que mes bras me le permettaient, obtenant une vue complète du sol désert de la forêt. Lorsque soudainement... Descends tout de suite ou je viendrai te chercher moi-même. C'était si fort que j'avais l'impression qu'on me le criait en plein visage. De choc, j'ai relâché ma prise sur le tronc et j'ai plongé en avant. Je n'ai été sauvée qu'en attrapant une branche proche. Et pendant une terrible seconde, mes jambes se sont balancées dans le vide. Lorsque j'ai réussi à remonter, j'ai grimpé à toute vitesse jusqu'au sommet du pin effondré, un point que je n'avais jamais réussi à atteindre. Je suis restée là, surplombant la forêt bruissante, fixant de mes yeux écarquillés la base du tronc, m'attendant à tout moment à voir quelqu'un, quelque chose, grimper à toute vitesse vers moi. Mais rien de cela ne s'est produit. Les seuls bruits qui se faisaient entendre étaient ceux du vent faisant bouger les branches et les feuilles autour de moi, et les faibles chants d'oiseaux au loin. Il a fallu plus de 2 heures avant que ma mère me retrouve, après des recherches frénétiques et paniquées, tremblant et pleurant au sommet du pin effondré. Bien que cet incident nous ait toutes les deux effrayées, ma mère et moi, j'ai réussi avec le temps à m'en remettre, exhibant la force et la naïveté incroyables dont sont dotés les enfants.
Je suis retournée jouer dans la forêt quelque temps plus tard, mais je ne me suis plus jamais aventurée loin, et je ne me suis plus jamais approchée de l'arbre écroulé. Une fois, alors que j'avais 12 ans, ma mère m'a chargée de la corvée de prendre du bois de chauffage, stocké dans une cabane à la lisière de la forêt, pour le ramener à la maison. C'était un travail fastidieux, que je ne pouvais effectuer qu'à la fin de ma journée d'école, lorsque l'air était saturé de moustiques, et qu'un brouillard marécageux recouvrait la pelouse. Lorsque je faisais le dernier aller-retour, la nuit tombait déjà, et je rentrais en courant, effrayée. Ce que je détestais le plus dans cette corvée, c'était que la cabane était pleine de chouettes effraies. Si vous avez déjà vu ces chouettes vous fixer d'un coin sombre, ne laissant entrevoir que leur tête tordue et leurs yeux brillants, vous comprendrez pourquoi elles me mettaient aussi mal à l'aise. Une nuit, le brouillard est devenu plus dense que jamais. Une épaisse brume argentée recouvrait tout, et limitait mon champ de vision à une courte sphère autour de moi. Même si la cabane n'était pas loin de la maison, je me sentais désorientée, et plus d'une fois, j'ai marché dans la mauvaise direction, me dirigeant droit vers les bois. Le temps que j'arrive à mon dernier voyage, il y avait bien trop de brouillard pour que je puisse discerner la route. Mes yeux piquaient à cause de l'humidité, et cela rendait ma vision floue. Penchée en avant par le poids du bois, j'ai marché tête la première dans un arbre, me cognant et laissant tomber tout mon chargement sur mon pied, qui a émis un craquement audible. J'ai laissé échapper un cri de douleur, et en me penchant pour tout ramasser, mon pied palpitant follement, je me suis rendu compte que le brouillard était devenu tellement dense que je ne voyais même pas mes propres genoux. J'ai décidé de laisser tomber le bois et rentrer directement à la maison. Nous avions largement de quoi tenir pour la nuit. Cependant, il commençait à faire très sombre, et je n'arrivais à distinguer aucun repère qui me permettrait de m'orienter. Même en marchant prudemment sur plusieurs mètres dans toutes les directions, essayant de déterminer ma position, je n'ai réussi à localiser aucun repère. Je n'arrivais même pas à discerner la clôture ou le portail. Et plus je marchais, plus je semblais m'enfoncer dans les bois, des brindilles et de la boue craquant sous mes pas au lieu de la pelouse familière. Après un moment, j'ai finalement réalisé que je ne trouvais même plus la cabane. Me maudissant pour ma stupidité, et essayant d'ignorer mon cœur battant à tout rompre et l'impression que quelque chose d'anormal était en train de se produire, j'ai pris conscience que j'étais perdue quelque part à la lisière de la forêt. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appelé ma mère en criant aussi fort que possible. Mais la seule réponse que j'ai obtenue était le silence assourdissant de la brume tout autour de moi, m'affirmant que je m'étais aventurée trop loin pour être entendue. Alors qu'une profonde panique commençait à me submerger, j'ai remarqué quelque chose de rose bougeant contre un tronc à proximité. En m'approchant, j'ai vu que c'était un bout de papier rose. Une flèche pointant vers la gauche était dessinée dessus. J'ai rationalisé en me disant que ça ressemblait à quelque chose que ma mère aurait pu faire pour m'empêcher de me perdre. Alors, bêtement, j'ai suivi la flèche, frissonnant dans le froid croissant. J'ai continué à marcher pendant 5 à 10 minutes avant de devoir m'arrêter pour reprendre mon souffle. Mon cœur battait tellement fort qu'il me faisait mal. En m'asseyant pour récupérer, j'ai remarqué ce qui ressemblait à un autre bout de papier sur un tronc. Cette fois-ci, il tenait avec un long clou. Dessiné dessus, il y avait une autre flèche, pointant vers le haut. Et juste en dessous, d'une écriture bâclée, il y avait les mots « par là ». Malgré ma panique grandissante, je me suis convaincue que ces notes étaient mon seul moyen de rentrer chez moi avant la nuit noire. Je voulais désespérément sortir de là et mon front était couvert de sueur glacée. J'ai donc suivi la flèche, priant pour voir ma maison se dessiner devant moi. À ce moment-là, il faisait déjà sombre, et je devais plisser les yeux pour voir à quelques mètres devant moi. Trébuchant dans la direction indiquée par la flèche, de moins en moins sûre de l'endroit où je me trouvais, terrifiée à l'idée que quelque chose d'invisible m'attrape le bras, j'ai fini par arriver au niveau d'un 3e bout de papier, portant une nouvelle flèche pointant vers le haut. Cette fois-ci, la direction menait vers une pente de plus en plus raide que je ne reconnaissais pas du tout. En dessous de la flèche, il y avait un visage souriant mal dessiné. En le voyant, j'ai fondu en larmes, trop effrayée et à cran pour me retenir. Alors que je m'adossais à un tronc, l'idée que j'allais peut-être passer toute la nuit dans ces bois a commencé à se frayer un chemin dans mon esprit, comme une seringue enfoncée lentement dans mon bras. J'ai recommencé à marcher, et à peine quelques secondes plus tard, je remarquai un autre bout de papier tout proche. Perturbé par ces notes, qui avaient toutes l'air neuves et en bon état malgré la pluie continue de la semaine précédente, j'ai plissé les yeux pour lire ce qui y était écrit. Mon sang a instantanément gelé dans mes veines lorsque j'ai lu ce qu'il y avait dessus. Je suis restée figée là, dans un silence de mort, vacillant de peur. Pendant un long moment, je suis restée paralysée dans la brume, lisant encore et encore cette horrible note. Jusqu'à ce qu'une brindille craquant quelque part derrière moi me fasse fuir aveuglément. Des ronces s'accrochant à mes chevilles me taillaient dans la peau alors que je courais avec toute la force du désespoir. Sur la note, en grosses lettres vertes, il y avait mon nom,
avec un autre visage souriant dessiné en dessous. J'avais l'impression que je courais pendant des heures, la pluie et le brouillard fouettant ma nuque, semblable au souffle putride de quelqu'un qui me pourchassait. Je ne sais pas comment, mais j'ai fini par me retrouver devant ma maison. Toutes les lumières étaient éteintes, et j'ai eu du mal à trouver mes clés. Lorsque j'ai enfin mis la main dessus, je me suis précipitée à l'intérieur et je me suis jetée sur mon lit, où je suis restée jusqu'aux premières lueurs du jour. Ma mère pensait que j'étais rentrée depuis un moment, et que j'étais allée me coucher directement. Elle n'a pas pensé à laisser les lumières allumées. C'était un miracle, ou plutôt une coïncidence terrifiante, que j'ai réussi à trouver la maison après avoir erré pendant des heures en compagnie de Dieu savait quoi. Le dernier incident survenu dans cette maudite maison n'a été vu que par ma mère. Jusque-là, elle n'avait jamais vécu aucune des choses étranges que j'avais pu vivre, bien que nous ressentions toutes les deux la même impression d'oppression, sûrement due au fait que la maison se trouvait à la limite de bois dense et lugubre. Une nuit, une de mes amies m'a invitée à passer la nuit chez elle, et j'ai accepté avec plaisir. Ma mère m'y a emmenée en voiture, à environ 5 km de notre maison, puis elle est rentrée directement après. La nuit s'est bien passée. Nous avons regardé un film d'horreur et dévoré une tonne de pizza. Ma mère, de son côté, est restée seule à la maison. Elle voulait profiter du calme pour avancer dans son travail. Il était environ minuit lorsque j'ai reçu un SMS d'elle, écrit tout en majuscules. « Est-ce que c'est une mauvaise blague ? Réponds-moi immédiatement !» Je ne comprenais pas ce qu'il lui prenait. J'ai donc répondu « Calme-toi, de quoi tu parles ?» J'ai reçu sa réponse quasi instantanément. « Tu es à la maison ?» J'ai bien évidemment répondu non, mais j'étais perturbée. Je n'ai pas eu de nouvelles jusqu'à environ 3 heures du matin, lorsqu'elle m'a écrit pour me dire d'aller chez ma grand-mère le matin venu, et ne surtout pas rentrer à la maison, sous aucun prétexte. Je me souviens des torrents de pluie de ce jour-là, lorsque je suis allée chez ma grand-mère, et comment j'étais trempée des pieds à la tête lorsque j'y suis enfin arrivée. C'était à peu près 2 villes de chez nous. J'avais lutté contre la tentation de rentrer à la maison pour déposer mes affaires, mais les messages étranges de ma mère m'en avaient dissuadée. Lorsque je suis entrée chez ma grand-mère, ma mère et elle étaient en train de déjeuner. Au premier abord, ma mère semblait relativement normale, mais en la regardant plus attentivement, j'ai remarqué que toute couleur avait disparu de son visage, et qu'elle était légèrement tremblante. À un moment donné, elle a sursauté au contact du chat lui effleurant les chevilles, lâchant son verre qui s'est écrasé au sol. Ce n'est que bien plus tard cette nuit-là, lorsque ma grand-mère était profondément endormie, qu'elle m'a enfin raconté ce qui s'était passé, en me faisant promettre au préalable de ne rien raconter à ma grand-mère, pour ne pas la choquer ou lui faire peur. Après lui avoir promis de ne rien dire, elle m'a décrit dans les moindres détails ce qu'elle avait vécu, cette affreuse nuit. Elle était assise dans le salon du rez-de-chaussée, sur un canapé près du feu, rideau ouvert pour profiter de la vue du soleil couchant. Elle révisait son dernier brouillon, lorsqu'il lui a semblé entendre quelque chose. C'était tellement faible au début qu'elle l'a à peine remarqué, mais après un moment, elle a pris conscience qu'il y avait de petits bruits près de sa tête, au niveau de la fenêtre, qui ressemblaient à des petits tapotements. Elle a essayé de les ignorer au début, mais elle en avait déjà pris conscience, et n'ont donc pas tardé à l'irriter, l'empêchant de se concentrer. Elle s'est levée pour voir ce qui les causait, et elle a vu un gros papillon brun qui heurtait follement la vitre. Se disant que c'était certainement de là que venait le bruit, elle est retournée à son travail, mais se sentant tout de même légèrement perturbée. Ce n'est que lorsque les bruits ont commencé à devenir de plus en plus forts qu'elle s'est de nouveau tournée vers la fenêtre, et a vu que des pierres étaient jetées contre la vitre depuis les ténèbres de la forêt. Elle les voyait apparaître de l'ombre d'un buisson, puis faire un arc dans les airs avant de heurter la fenêtre. Des fissures commençaient à se former là où les plus grosses pierres avaient touché le verre, à l'endroit précis où se trouvait sa tête quelques instants auparavant. Temporairement captivée, elle a essayé de scruter l'obscurité pour voir qui ou quoi jetait ces pierres. Ses yeux commençant à s'habituer au noir extérieur, elle a réussi à discerner une vague silhouette, qui se précisait de plus en plus. Puis, avec incompréhension et surprise, elle m'a reconnue. Je me tenais à moitié cachée derrière un arbre tout près de la fenêtre, souriant largement et la fixant, mon seul œil visible grand ouvert, entièrement blanc. Elle a étouffé un cri en voyant sa propre fille se tenant là, la regardant fixement avec un énorme sourire. Selon elle, je ne bougeais pas, et je ne clignais même pas des yeux. Je me tenais derrière un des pins les plus proches de la maison, loin de l'endroit d'où les pierres étaient jetées, alors qu'il continuait à frapper la fenêtre avec un bruit assourdissant. Mon visage continuait de la fixer, souriant. Pensant que j'étais en train de lui jouer un mauvais tour, ma mère a crié mon nom aussi fort qu'elle le pouvait, glacée de terreur jusqu'aux os. Mais au lieu de lui répondre, la bouche de la chose qui me ressemblait a commencé à bouger très vite, comme si elle récitait des mots silencieux à très grande vitesse. Soudainement, la chose a tourné sa tête, comme si elle s'adressait à quelqu'un d'autre derrière l'arbre, quelqu'un que ma mère ne pouvait pas voir.
mais elle arrivait à distinguer une silhouette noire informe qui pendait de l'autre côté de l'arbre. La fille qui me ressemblait continuait à fixer ma mère, parlant toujours silencieusement et très vite, et se retournant de temps en temps pour parler à la chose à côté d'elle. Puis elle se tournait à nouveau vers ma mère, et ainsi de suite, pendant ce qui semblait être une éternité. Soudainement, elle a rompu le sort en pointant ma mère du doigt, avant de se mettre à rire d'une manière hystérique. Ma mère a hurlé et s'est enfuie dans ma chambre au premier étage, qui était la seule pièce avec un verrou fonctionnel, et s'est enfermée à l'intérieur. Et s'est recroquevillée sur le lit, pleurant de peur, alors que les pierres frappaient de plus en plus violemment la fenêtre du rez-de-chaussée. Dans ma chambre, elle m'a dit qu'elle ne s'est pas sentie en sécurité. Il y avait une horrible odeur, et une espèce de fredonnement étrange dans les murs. Elle a essayé de prier pendant un moment, avant d'abandonner et d'écouter les pierres frapper la fenêtre, jusqu'à la fracasser complètement. Le fredonnement étrange continuait. En l'écoutant plus attentivement, elle a compris que c'était une voix qui chantonnait, et avec une horreur absolue, elle a reconnu la voix. Submergée de peur et incapable de bouger, elle a lentement dirigé son regard vers la porte entr'ouverte du placard, où un affreux visage blanc la regardait, sa bouche béante se déformant au rythme de chuchotements rapides. La porte du placard n'était qu'à 1 mètre de ma mère. Elle a commencé à s'ouvrir. Dans une explosion de terreur inimaginable, elle a sprinté vers la porte de la chambre, bataillant avec le verrou pour l'ouvrir, alors que des pierres de plus en plus grosses frappaient la fenêtre de la chambre, qui n'a pas tardé à se fracasser en 1000 morceaux. Elle a réussi au même moment à ouvrir la porte, a couru hors de la maison en s'empêchant de toutes ses forces de regarder vers les bois, et a sauté dans sa voiture avant de s'éloigner en trombe. Elle m'a raconté qu'en regardant dans le rétroviseur, elle a vu sans l'ombre d'un doute 2 silhouettes humaines se tenant devant ma fenêtre cassée, l'observant alors que sa voiture s'éloignait. C'était leur adieu, car ma mère n'a jamais remis les pieds dans cette maison. Elle a fondu en larmes en me racontant cette histoire, et je ne doute pas une seconde de la véracité de ce qu'elle a vécu. Je ne suis retournée là-bas qu'une seule fois, avec mon père que je vois très rarement. Il est venu d'un autre département pour nous aider à déménager. Ma mère avait déjà trouvé un appartement en ville, et nous y avions emménagé. Mon père et moi avons chargé son camion avec ce qui restait. C'était une matinée ensoleillée, et terriblement silencieuse alors que nous vidions la maison. J'aimerais pouvoir dire qu'il y a eu une conclusion, un dernier événement surnaturel pour marquer la fin, mais il n'y a rien eu. C'était un soulagement de partir de là. Il y a cependant 2 choses qui valent la peine d'être mentionnées. Une, lorsque nous avons examiné la maison à la recherche de signes d'effraction, nous avons vu que plusieurs fenêtres, y compris celle de ma chambre, étaient effectivement brisées, et des pierres se trouvaient à l'intérieur. 2. Mon père a fait un petit tour à l'orée des bois pour voir s'il y avait quelqu'un. Lorsqu'il est revenu, il m'a demandé depuis combien de temps nous avions une balançoire. Inutile de préciser que nous n'avons jamais eu de balançoire. Et c'était très perturbant de découvrir que pendant notre absence d'1 semaine, quelqu'un avait assemblé une balançoire en corde attachée à la plus haute branche d'un vieux pin, celui-là même d'où j'avais failli tomber, de nombreuses années auparavant. Mon père, qui ne croyait pas à l'histoire de ma mère, m'a dit que c'était certainement un voisin qui l'avait installé, ne sachant pas qu'il se trouvait sur notre propriété. Évidemment, il savait aussi bien que moi que nous n'avions littéralement aucun voisin à plus d'1 kilomètre à la ronde. Il n'y avait aucune autre maison dans tout cet espace. Je n'ai pas voulu insister davantage, et nous sommes partis, pour ne plus jamais revenir. Ma grand-mère a vendu la maison à une nouvelle famille, un couple avec un petit garçon, malgré l'insistance désespérée de ma mère pour qu'elle la laisse vide. À présent, elle refuse complètement de parler de ce qui s'est passé. De mon côté, je suis moins anxieuse à ce sujet, bien que je n'arrive pas à m'empêcher d'y penser, de temps en temps. Je pense à cette vieille maison, à l'arbre écroulé, aux nouveaux occupants, et à la mystérieuse balançoire, se balançant doucement d'avant en arrière, alors que le petit garçon se dirige innocemment vers elle.